il a multiplié les décaissements de la BADEA par 8 en 10 ans. Donc, quand il venait avec son programme en disant « je vais multiplier par 10 les approbations annuelles de la BAD », ce n'est pas de la flûte, quoi. Enfin, il a déjà démontré dans son poste, dans son dernier poste en date, qu'il en est capable. Et donc, il connaît très bien, évidemment, comment dire, le monde de la finance, notamment islamique et dans les pays du Golfe. Cela va être très, très utile, évidemment, en raison de la conjoncture qu'on vient d'évoquer. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. La Mauritanie occupe une place stratégique sur la carte entre le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et de l'Atlantique, avec l'élection à la tête de la Banque africaine de développement de son candidat. Sidi Oulta, le banquier Nouakchott, devrait tenter de pousser ses ambitions sur l'agenda de l'institution financière continentale, une structure puissante et très préoccupée, il faut le dire, par les divisions en Afrique de l'Ouest, au Sahel et au Maghreb, des divisions qui freinent les projets de développement. On en débat avec nos invités tout de suite. Bonjour Sidi Kaba, vous êtes journaliste nigérien. Bonjour à vous Jed Koboudé, vous êtes chercheur chez Interglobe Conseil. Et bonjour à vous Yves Ekwe Amezo, vous êtes économiste, fondateur du think tank Afrocentricity.info. Bonjour. Alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr commencer par un commentaire sur l'élection de ce banquier Sidi Oulta, le Mauritanien, qui a été largement élu, on va dire avec un peu plus de 76% des voix. Il succède ainsi au Nigérian Akinwumi Adesina. Il s'est assuré les voix, on le dit en tout cas, des pays du Maghreb, du Sahel. Pourquoi c'est lui qui a été choisi, à votre avis ? Ben, si vous voulez, d'abord, c'est une belle élection, une belle victoire. Il a été élu après 3 tours avec un taux de plus de 76%. Donc, de mémoire, je pense que c'est le score le plus élevé de président élu à la tête de la BAD depuis la réforme de 99, c'est-à-dire la réforme de la double majorité. De mémoire. Donc c'est fondamental, c'est une très belle victoire. Et puis, les raisons sont assez simples. Évidemment que à ce niveau, il y a des considérations d'ordre politique, diplomatique, etc. Mais d'abord, le programme. Il a un programme clair. Pour moi, c'est celui qui avait le programme le plus clair. Résumé, ces fameux 4 points cardinaux, il a dit très exactement et sans boursouflure ce qu'il voulait faire. Et je pense que ça a séduit. C'est quoi les 4 points cardinaux, c'est la résilience climatique, la diversification économique, l'innovation financière, parce qu'il a dit qu'il veut refonder l'architecture financière du continent. Et le 4e point cardinal, c'est la question de l'emploi, en raison de la démographie du continent. Bon. Donc, il a un programme clair. Un programme de continuité? Non, je crois qu'à côté des éléments qui ont été cités, il y a d'abord la valeur intrinsèque du candidat lui-même. Sidi est un marathonien du développement. Ça fait longtemps qu'il est dans le développement, d'abord dans son pays. Il a été ministre pendant 8 ans, ensuite à la BADEA, qui a dirigé pendant une dizaine d'années. Donc, il connaît le monde du développement. Deuxième élément important, c'est le contexte de son élection. On sait que les États-Unis, qui est un des principaux bailleurs de fonds africains de développement, ont annoncé qu'ils ont retiré 500 millions de dollars du Fonds africain de développement, qui est une des institutions, puisque, comme on sait, le groupe de la BAD comprend 3 institutions. La banque, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Donc, le FAD, qui a un rôle important, va se voir amputé de 500 millions de dollars américains. Et dans ce contexte-là, comme Sidi connaît le monde du développement, particulièrement les pays arabes, il est attendu qu'il puisse mobiliser des fonds de ce côté-là. Et je crois que ça aussi, ça a joué en sa candidature. C'est vrai, vous l'avez dit. Le troisième et dernier élément, pour moi,
c'est la volonté de rupture de la gouvernance par rapport à la gouvernance actuelle. Et je suis sûr que les gens ont voté pour Sidi parce qu'ils sont convaincus qu'il va apporter une nouvelle gouvernance, qu'il va engager la banque dans des réformes qui ont été dites. Et lui-même a dit, par exemple, qu'il entendait faire passer les approbations de la banque de 10 milliards de dollars par an aujourd'hui à 100 milliards. Il va les multiplier au moins par 10. Je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs, plus maintenant la campagne excellente qu'il a menée auprès de partenaires qui ont séduit et qui lui ont permis aujourd'hui d'avoir une large victoire, ça veut dire vraiment une légitimité pour dérouler son programme quand il va prendre fonction le 1er septembre de cette année. Docteur Ibeco Amizo, il a les moyens de ses ambitions, ce banquier mauritanien, Sidi Oulta. En tout cas, je partage ce qui a été dit. Vraiment, c'est d'abord l'homme, l'expérience, l'économiste et surtout quelqu'un de posé. C'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude beaucoup en Afrique. Posé dans ses décisions, équilibré dans ses décisions, et qui finalement, après tout, c'est un peu ce que la Mauritanie offre à l'Afrique. Chercher toujours une sorte de consensus après avoir fait le tour de table. Donc, je crois que c'est d'abord cet élément qui a primé. La deuxième, moi, je reviendrai un peu en arrière. Écoutez, le Nigérian Adesina, il a eu du mal à passer lors de son deuxième mandat. Donc, l'argument qui a été dit par M. Kaba est tout à fait valable. Je dirais que ça a commencé plutôt il y a quelques années qu'on voulait changer et que cette gouvernance, on n'arrivait pas à la changer. Donc, il y a ça aussi qui a primé. Et puis, trois, Donald Trump. Donald Trump a annoncé clairement qu'il va sortir du Fonds africain de développement, mais il a aussi dit qu'il va remettre cet argent un tout petit peu ailleurs, dans des structures bilatérales. Donc, je posais même la question de savoir si Donald Trump n'est pas en train de tenter de privatiser ce qu'on appelle, nous, les fonds concessionnels et faire en sorte que du secteur privé, voire parfois des mercenaires de l'économie, ne viennent pas occuper ce champ qui sont destinés plutôt à des pays qui sont en difficulté. Et je dirais un dernier point très important. Quand même, le bilan d'Adesina n'est quand même pas très bon. Il est mitigé, pour ne pas dire mauvais, parce qu'on est passé de 40% en gros à 60% d'endettement dans l'ensemble des pays. Il n'est pas responsable pour tout. Mais quand même, il décaisse et l'argent ne rentre pas. Donc, il y a un problème, d'où la gouvernance d'ailleurs. S'il n'arrive pas à le faire rentrer l'argent, c'est que il a des pressions lui-même. Il n'est pas seul fautif, hein, il y a des conseils d'administration. Mais les Africains doivent rembourser, donc doivent investir dans des projets qui sont rentables. Et là, je pense que l'homme nouveau que nous avons ne le laissera pas faire, compte tenu de son expérience. Et bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il va augmenter par 10, 12, 15 de l'argent qui va venir des pays du Golfe, qu'il connaît très bien, notamment la finance islamique. Sauf que, au début, c'était un levier. Maintenant, ça va plutôt compenser ce que M. Donald Trump est en train de faire sortir. Il est réellement en capacité de mobiliser de nouvelles formes de financement. En l'occurrence, c'est vrai que la Mauritanie est experte en matière de financement islamique, vous pensez ? Ah oui, absolument. Je partage tout ce qui vient d'être dit. Parce que pendant ces 10 dernières années, il a été le président de la BADEA. Et il a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'il a multiplié... La BADEA, qui est la Banque islamique de développement et l'autorité arabe pour l'investissement agricole. Ah, absolument. Donc, il a multiplié les approbations annuelles de la BADEA par 12. Il a multiplié les décaissements de la BADEA par 8 en 10 ans. Donc, quand il venait avec son programme en disant « je vais multiplier par 10 les approbations annuelles de la BAD », ce n'est pas de la flûte, quoi. Enfin, il a déjà démontré dans son poste, dans son dernier poste en date, qu'il en est capable. Et donc, il connaît très bien, évidemment, le monde de la finance, notamment islamique et dans les pays du Golfe. Cela va être très, très utile, évidemment, en raison de la conjoncture on vient d'évoquer. Après, je voudrais revenir rapidement en disant que le seul profil n'a pas suffi, parce que tous les autres candidats avaient de très très bons profils aussi. Ouais, alors, oui, c'est l'ensemble. Ce n'est pas des critères exclusifs, c'est cumulatif. C'est-à-dire que le profil cumulé au contexte, aux autres éléments. Il a quand même profité des voix de nombreux pays du Maghreb. Et l'un des enjeux... L'un des enjeux... Comparer les programmes des candidats
et je ne sais pas si moi je me suis amusé à le faire, c'est le programme le plus clair. Enfin, ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est quand même la continuité de ce qui était déjà mis en avant comme objectif par l'ex-présidence de l'Abad quand même, hein, la réforme de l'architecture financière. Objectif, mais comme disait tout à l'heure le président de Afrocentricity, eh ben, les high five, ça n'a pas vraiment bien marché parce que sur le point de nourrir l'Afrique. En 2015, on importait environ 40 milliards de denrées alimentaires sur le continent. Aujourd'hui, les estimations sont toujours autour de 40 milliards. Donc ça veut dire que la sécurité alimentaire... Il y a un contexte aussi géopolitique avec la guerre en Ukraine aussi qui complique les choses depuis quelques années. Factuellement, on n'a pas progressé. Sur la question énergétique, il y a toujours 600 millions d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, on n'a pas progressé. Donc, sur les high five, je suis désolé de le dire, le bilan est en effet mitigé. Alors, l'un des enjeux du nouveau mandat mauritanien sera bien sûr de consolider l'intégration économique des régions particulières, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest et les pays sahéliens aussi, et le Maghreb, qui compte des puissances quand même africaines, mais ce sont des régions qui sont divisées, des divisions entre le Maroc et l'Algérie, l'AES et la CEDEAO, l'AES et l'Algérie, sur cette question cruciale de l'intégration économique. Est-ce que la Mauritanie peut faire bouger les lignes réellement? Je crois que Sidi a beaucoup d'atouts. Le Maghreb est la région la moins intégrée. Lorsqu'on regarde les statistiques, c'est la région qui échange le moins par rapport aux autres régions. Et le fait que Sidi lui-même vient de la Mauritanie, qui a su garder l'équilibre entre l'Algérie et le Maroc, est un atout qui peut faire avancer l'agenda de l'intégration dans cette région. Et de façon globale, je crois qu'il y a beaucoup d'atouts aujourd'hui que Sidi a, compte tenu de l'adhésion massive qu'il a obtenue sur le plan africain, que ce soit les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel. La candidature de Sidi a été largement soutenue par la Côte d'Ivoire, par le président Ouattara lui-même, et elle a été aussi endossée par les pays de l'AES. Tous les pays de l'AES ont soutenu Sidi. Donc je crois qu'il a beaucoup d'atouts pour faire avancer l'agenda de l'intégration. Maintenant, pour moi, il reste un atout, c'est que par le passé, il y avait à la Banque africaine de développement un département qui était dédié à l'intégration régionale et au commerce. Ce département a été malheureusement démantelé et à mon avis, l'élection de Sidi est une opportunité pour recréer cette structure-là qui va accélérer la question d'agenda d'intégration à partir de grands projets structurants. Le corridor Abidjan-Lagos, par exemple, et la transsaharienne, tous ces grands projets doivent être remis à l'ordre du jour pour avancer l'agenda du développement et l'agenda de l'intégration. Il y a les projets de gazoduc aussi. Docteur Iveco Amezo, est-ce que justement le fait que l'intégration économique dans ces régions soit menacée a poussé l'élection du candidat mauritanien? Oui, moi je pense, tout ce qui a été dit, hein, je pense deux choses. L'union du Maghreb arabe parmi les 5 autres sous-régions africaines n'a pas vraiment fonctionné, quelles que soient les raisons. Deux, la Mauritanie a quitté la CEDEAO et se porte extrêmement bien en comparaison. Donc, cette capacité à pouvoir en même temps quitter une structure, faire autre chose et continuer à conseiller ces structures, notamment sur l'avenir du franc CFA par exemple, ou dans le Maghreb arabe, est un point extrêmement fort. Par ailleurs, il parle 3 langues minimum. Hein. Donc, tous ces éléments vont faire que je pense qu'il est capable, en tout cas, il répond bien à votre question, il est capable de trouver l'intégration. Mais l'argument, moi, il est économique. J'ai étudié le monsieur quand il était à la Badea. Je me suis aperçu que chaque fois qu'il y avait des grands conflits africains, ou venant de l'extérieur, ou les deux à la fois d'ailleurs, il choisissait un projet plutôt intégrateur. Pour prendre un exemple concret, si vous voulez faire des aqueducs d'eau pour que ça traverse 1, 2 ou 3 pays, on peut le prendre sur l'infrastructure électricité ou l'infrastructure routière, mais les 3 qui ne se parlaient pas avant, quelles que soient les raisons, sont obligés de coopérer. Et ils vont être obligés de coopérer parce qu'il va falloir faire un financement commun à ce moment-là. Et on ne peut pas faire une tronçon de la route et ne pas faire l'autre tronçon de la route, d'autant plus que les camions vont aller d'une part à l'autre part. Je pense que ça, c'est l'argument majeur de ce monsieur. C'est un professionnel de l'économie pratique. Et quand il va mettre ça sur le tapis, les États seront obligés d'accéder à cela. D'ailleurs, s'ils n'acceptent pas ces États
l'endettement qu'ils vont prendre ne va pas être accepté. Deuxième point très important, la BAD a un grand défaut, c'est quand ils approuvent un projet, ça met très longtemps avant de passer à l'opération. Un exemple, vous approuvez aujourd'hui, vous pouvez attendre 2 à 5 ans avant d'avoir vraiment l'argent. Entre-temps, les intérêts courent. Et ces intérêts, les États doivent le payer. Et si en plus le projet n'est pas tout à fait rentable et prend encore plus de retard dû à ce qu'on appelle les délais de grâce, on repousse dans le temps, vous imaginez quand est-ce qu'on peut rembourser. Du coup, ça a un effet indirect, c'est-à-dire que les États, du coup, sont endettés. Et pour solder cette dette qui est de plus en plus importante, des fois des surendettements d'ailleurs, ils liquident une petite partie de leur capital. C'est pour ça que dans le Fonds africain de développement, on a vu petit à petit l'Afrique qui, en gros, était puissante, est devenue de moins en moins puissant, voire même perdre souvent la décision. Alors pour poursuivre justement ma question, parce que vous avez évoqué l'Union du Maghreb arabe, dans cette émission on avait déjà évoqué l'initiative Atlantique Sahel portée par le Royaume chérifien pour désenclaver les pays du Sahel, avec notamment la Mauritanie qui accompagne ce projet, et puis parallèlement l'Algérie a lancé aussi un bloc tripartite, le projet de mettre en place un bloc pour faire face justement pour rivaliser avec cette initiative Atlantique Sahel, un bloc tripartite avec la Libye et la Tunisie. Il y a aussi ces divisions, je l'ai dit, entre l'AES et la CEDEAO, donc l'intégration, encore une fois, est menacée. On voit des divisions. Quel va être le positionnement, justement, de Sidi Oulta par rapport à tous ces dynamiques? Il est à la tête d'une banque qui a une âme redoutable, qui s'appelle le financement multi-pays conditionnel. C'est-à-dire que, comme le soulignait tout à l'heure mon prédécesseur, c'est qu'il va falloir, si on doit financer par exemple la construction d'un corridor, etc., donc, qui passe par plusieurs pays, plusieurs villes, il faut quand même co-soumettre le projet. Donc ça veut dire travailler ensemble. Donc ça offre des cadres de discussion. Et quand on travaille ensemble sur un malentendu, on peut régler nos différends. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et moi, je crois beaucoup à une vieille notion marxiste, c'est-à-dire que l'infrastructure fait la superstructure. Si on peut travailler sur des politiques économiques ensemble, etc., ça va ruisseler. Cette entente économique va ruisseler sur des considérations politiques. Vous savez, quand il y a une interdépendance économique, c'est dur de se faire la guerre. Imaginez un monde où la relation économique entre les États-Unis et la Chine est vraiment de zéro dans les deux sens. Vous pensez qu'il n'y aurait pas déjà une guerre? Non, je veux prolonger ce que vous avez dit. Il y a aujourd'hui un espace qu'on appelle SICABO, qui est Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, qui associe le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet espace, avec des projets intégrateurs, continue de marcher malgré les tensions politiques qu'il y a pu avoir entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je crois que la coopération transfrontalière, la création de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans l'agenda du développement et même dans la géostratégie, les frontières pays, c'est-à-dire que la frontière, c'est ça, le pays. En réalité, un Nigérien qui est à Dori, un Burkinabé qui a Dori a plus de relations avec Niamey qu'il n'a avec Ouaga, ou quelqu'un qui est à Gao a plus de relations. Donc cette notion de frontière pays, à mon avis, va s'imposer même dans l'agenda du développement, et les projets intégrateurs vont continuer. Le défi pour moi, ce n'est pas tant les tensions politiques qu'il peut y avoir, mais ce que Yves a souligné, qui me semble important et que Sidi a dit qu'il va prendre en compte, c'est la question entre l'approbation et l'exécution du projet. Par exemple, 2 ans, c'est beaucoup trop. Lui s'est engagé à les rapprocher. Mais il y a un autre défi important dans l'agenda du développement aujourd'hui en Afrique, c'est la question de la capacité des États à consommer les crédits. Souvent, les crédits existent. C'est bien d'augmenter les crédits. Mais les crédits existent et les États n'arrivent pas à les consommer parce qu'ils ne réunissent pas les conditions. Et de ce point de vue, j'ai entendu dire, en tout cas pendant la campagne, qu'il y aura du renforcement des capacités pour aider les pays à justement monter des projets, à pouvoir exécuter. Parce que si on augmente le volume, comme le promet le candidat, le président élu de la banque, si on augmente le volume des approbations, on les multiplie par 10. Si les États n'ont pas de capacité à les consommer, ça veut dire que c'est comme dans l'entonnoir,
Donc c'est ce qui devrait guider le choix du président dans le financement des projets. Absolument, il a dit non seulement qu'il y aura des projets intégrateurs, mais que la mobilisation des nouveaux crédits va s'accompagner avec le renforcement des capacités des États à consommer les crédits. En tout cas, il y a un grand projet, je l'ai cité, c'est l'initiative Atlantique Sahel qui inclut aussi la Mauritanie, docteur Iveco Amezo. Il y a quand même un prisme atlantique très fort au niveau mauritanien. Est-ce qu'il faut s'attendre du côté du nouveau président de la BAD un soutien au projet qui concerne justement le développement d'infrastructures portuaires, des transports maritimes pour booster les échanges continentaux? Alors, vous avez raison de faire référence à ce projet Atlantis. Moi, il faut le lier à l'OTAN. Hein. C'est un très grand projet des membres qui font partie de l'alliance de l'OTAN. Donc, il y a quand même des a priori politiques qu'il ne faut pas oublier, ils ne sont pas négligeables, qui expliquent d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'Algérie, Tunisie, la Libye partent dans un autre sens, mais ils finiront par se retrouver. Oui, il y a cela, mais il faut séparer une chose. Monsieur qui vient d'être président de la Banque africaine de développement, il n'est plus officiellement pour nous mauritanien. Il est africain, voire même au-delà, puisqu'il y a les membres du Fonds africain de développement qui sont un peu partout dans le monde. Donc, il est devenu un agent international pour l'Afrique. En tout cas, c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc, ce que vous dites, c'est plutôt le gouvernement mauritanien qui va continuer sa politique et qui, bien sûr, va essayer de faire passer cette idée-là. Il ne sera pas seul. Vous savez que le Maroc, je crois, n'a pas tout à fait soutenu, mais il y a des grandes chances que sur ce dossier particulier, et faire ces grandes infrastructures vers la mer, donc vers le côté atlantique, ils vont se retrouver. Or, ce président de la BAD nouveau, il sait quelque chose d'important. Il sait que dans le cas de la BADEA, il s'est occupé beaucoup plus des pays moins avancés qui souvent étaient des pays enclavés. Or, on ne peut pas s'occuper de l'extérieur, parce que certains disent que s'occuper de l'extérieur, c'est entourer l'Afrique et rendre l'Afrique prisonnier, que ce soit les données, que ce soit le maritime, etc. Et il faut que l'intersection interne se fasse sans nécessairement dépendre trop de l'extérieur. Donc, pour répondre à votre question, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, la capacité des États. Il faut que les États arrêtent de mettre des gens incompétents, des gens de leur parti politique, des gens qui ne sont pas solides. Il y a de la compétence en Afrique. Il y a la diaspora qui est là, un peu partout. Et s'ils mettaient ces équipes-là, d'ailleurs, ne croyez pas que c'est quelque chose qui est typique dans le cas de la BAD, hein. On le voit dans le cas des BRICS et des alliances des BRICS, c'est la même chose. Il faut arrêter de ne pas mettre des gens compétents dans les postes qui ont besoin de la capacité. Et je pense que dans ce renforcement des capacités, le président va certainement renforcer cela. De toute façon, la victoire de Sidi Oulta a été vécue au Maghreb comme une victoire justement de cette région. Et ça pose la question des influences. Lorsque l'on parle de la coopération atlantique et de l'initiative du royaume chérifien, cela entre dans un autre projet assez vaste qui avait été lancé à Washington il y a plus de 2 ans. C'est le partenariat pour l'Atlantique, un projet qui rassemble 43 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe aussi. Donc la question, c'est de savoir justement quelles seront les orientations du nouveau président de la BAD, en l'occurrence qui est aujourd'hui mauritanien. Est-ce qu'il va aller plutôt dans le sens des projets aujourd'hui qui sont portés par son pays ? Est-ce qu'il va oublier le fait qu'il est mauritanien? Je ne crois pas. D'ailleurs, parce que ça a été un atout dans son élection. Hein. Je ne pense pas que s'il était algérien, ça passerait aussi facilement. Je pense que la nationalité a été importante parce que la Mauritanie a longtemps été un pont diplomatique assez unique, compte tenu de sa géographie. C'est-à-dire que ouvert sur les 2 mondes, Maghreb et Sahel. Et vous connaissez la vieille phrase d'Apollon qui dit qu'on fait toujours la politique de sa géographie. Donc la Mauritanie a longtemps fait la politique de sa géographie, n'a pas voulu se mettre à dos que ce soit le Maroc ou l'Algérie. Et d'ailleurs, on connaît la position, par exemple, sur le Sahara occidental, la Mauritanie, et même de monsieur, c'est une position neutre, on n'en parle pas, on ne prend pas position. Donc, Donc je pense que sa nationalité a joué un rôle indiscutablement. Ceci dit, est-ce qu'il va... Je pense qu'il va soutenir, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la BAD, il y a un mot qui s'appelle la banque.
C'est banal de le rappeler, mais c'est une institution financière. Ben voilà, donc c'est quand même très important. C'est-à-dire que la BAD va financer des projets ayant un retour sur investissement, évidemment aujourd'hui en incluant les critères ESG, qui est supérieur à 10%. C'est la règle. Donc si la Mauritanie ne propose pas des projets, on va dire bankable, je ne vois pas pourquoi, au nom de ce qu'il est mauritanien, qui va financer ces projets. Je pense qu'il va financer des projets bankable. Évidemment, il y en aura beaucoup, et c'est là où la question du lobbying va se poser. Parce que tout à l'heure, Iveco Amezo évoquait l'OTAN. Il ne faut pas oublier que la Mauritanie, Seydi Kaba, est membre observateur de l'OTAN. Oui, la Mauritanie a des relations très étroites avec l'OTAN compte tenu des questions de sécurité, le défi sécuritaire, puisque le pays a été régulièrement attaqué par les terroristes et depuis 2011, il n'a pas subi d'attaque. Il a utilisé ses relations pour asseoir un outil de défense et de sécurité aujourd'hui qui est reconnu, qui est devenu une référence. Je crois qu'à côté de ça, comme l'a rappelé Yves, c'est qu'en réalité, statutairement, lorsque vous êtes élu président de la BAD, vous cessez de recevoir toute injonction ou toute relation particulière avec votre pays d'origine. C'est ce que disent les textes. Maintenant, il est évident qu'on n'oublie pas son passé. Et quand vous quittez la BAD, vous allez retourner dans votre pays. Donc, vous n'oubliez pas. Mais ça ne vous amène pas à avoir, puisqu'il y a un conseil d'administration qui délibère. Vous présentez les projets au conseil d'administration qui délibère, qui peut refuser. Moi, j'ai le souvenir, je ne citerai pas le pays où le président s'est engagé et que le conseil d'administration a dit non. Donc, il y a quand même des garde-fous, mais il est évident que pour moi, compte tenu du parcours de Sidi Oulta, qui a accompagné le développement dans des pays les moins avancés, puisque la vocation de la Banque arabe pour le développement en Afrique de l'Ouest, c'est aussi de soutenir, d'apporter la solidarité des pays arabes aux pays africains, d'Afrique subsaharienne. Donc, sur ce plan-là, il a connu beaucoup de projets, que ce soit l'éducation des filles, et a développé, je crois, une forme d'ingénierie financière qu'il a mise en œuvre à la BADEA, qu'il peut reproduire à la BAD. Je crois que le contexte est vraiment favorable. Maintenant, il s'agit de s'appuyer sur des équipes. Est-ce qu'il va s'appuyer aussi sur un axe, par exemple l'axe Nouakchott-Rabat, qui apparaît en tout cas l'axe le plus stable, si je ose parler ainsi, puisqu'il y a quand même des tensions assez importantes aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc autour du Sahara occidental. Et le Sahara occidental aujourd'hui fédère une partie des pays de la Ligue arabe qui se sont ralliés au Maroc. J'ai la faiblesse de croire qu'il va être technicien. J'ai cette faiblesse-là. Mais c'est quand même lié à la question des financements. Si on parle de financement islamique, notamment en provenance de la Ligue arabe, il y a des pays comme le Qatar qui est membre en effet, de la Ligue arabe. Mais encore une fois, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça va être une question au-delà de sa propre volonté, finalement, de la délibération purement technique de ces équipes aussi. J'ai la faiblesse vraiment de croire qu'il sera technique. Enfin, il sera forcément un peu politique, parce que ça c'est un poste politique. Mais il sera peut-être plus technicien que politique. Son passé le démontre. Même s'il a été des deux côtés, hein, n'oubliez pas qu'il a été ministre dans son pays. Il a été du côté de l'offre et de la demande, c'est-à-dire il a été du côté de celui qui a un projet et qui doit se faire financer, et du côté de celui qui finance des projets. Donc il a les deux regards. Donc à vous entendre, pour conclure, Iveco Amezo, ce sera le candidat de l'apaisement dans ces régions, à votre avis? Écoutez, moi, plutôt de parler comme ça, dites plutôt que si on fait un projet de pipeline d'eau, de parc énergétique solaire, dans justement un territoire disputé comme le Sahara occidental, quels que soient les protagonistes, ils seront bien obligés de trouver un financement pour réaliser cela. Maintenant, on peut discuter les frontières à l'intérieur, comme à l'extérieur d'ailleurs. Donc, il sera un acteur majeur. Deux, il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié, c'est le secteur privé. Il dit clairement que lui, cette banque, il va le modifier, que ça devient un effet de levier. La banque devrait mettre en gros 30-40%. Le reste doit venir d'ailleurs si possible, que ce soit de la Banque mondiale, que ce soit du secteur privé, il va s'organiser pour ça. Moi, je suis partisan qu'on coupe cette banque en deux et qu'on ait une structure vraiment dédiée pour le secteur privé. Mais ça, c'est une autre histoire.
Mais il a beaucoup insisté sur la question du cofinancement. Oui. Il a beaucoup dit qu'il y a des niches qu'on peut trouver en faisant des financements entre la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement, entre la Banque et l'AFD, etc. La question du cofinancement qui amène à cette question du secteur privé qui peut-être sur le plan sur lequel la BAD n'a pas fait beaucoup, à mon avis, avec son arrivée, le secteur privé va devenir un levier parce que si on résout une question, en tout cas qui m'importe beaucoup, pour résoudre la question du défi sécuritaire, il faut la question de la création d'emplois pour les jeunes. Et cette création d'emplois pour les jeunes ne peut pas venir des États, qui ne peuvent plus recruter, mais du secteur privé, qui va devenir un acteur important dans le recrutement. Il y a un chantier de réforme assez important à mener au sein de la Banque africaine de développement. On va en reparler, ce sera peut-être le thème de la prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup à vous, Dr Iveco Ameso, Jed Koboudé et Sedi Kaba. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Romain Clicquot-Deminck et Moustapha Kanté pour la réalisation de cette émission. Et vous retrouvez Multipolaire sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.